Hello et bienvenue dans le podcast La Psy des entrepreneuses. Je suis Julie Denis, je suis psychologue et la fondatrice de Nasali. J'accompagne les entrepreneurs à prendre soin d'eux pour qu'ils puissent à leur tour prendre soin de leur business. Parce qu'un entrepreneur bien dans ses baskets, c'est un des leviers clés du succès et de la durabilité de l'entreprise. Ici, on parle bien-être et épanouissement, mais aussi galères, challenges et santé mentale et surtout comment on fait pour les gérer. Dans la série Sur le divan avec, j'interviewe des entrepreneuses inspirantes. Sur le divan comme chez la psy ou comme avec une copine, elles se livrent sur leur vécu plus que sur leurs accomplissements. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors série où j'interviewe des femmes en politique. Les femmes en politique sont de plus en plus présentes et leur charge mentale, leur bien-être, leur ressenti peuvent être différents des politiciens hommes. Elles prennent des décisions, elles dirigent des équipes, elles prennent des risques, comme des entrepreneuses. À force de les voir dans les médias, j'ai eu envie de rentrer dans leur tête et leur poser quelques questions pour voir comment elles gèrent tout ça. Bonjour Gladys, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Avec grand plaisir, merci à toi Julie pour cette invitation. Alors, j'ai l'habitude de moi commencer à faire une petite bio brièvement de mon invité. Donc, corrige-moi si c'est pas correct. J'ai trouvé les infos sur ton site, donc ça devrait être correct. C'est vrai. Donc, après tes études secondaires, tu as fait un bachelier en sciences politiques à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Tu as enchaîné ensuite avec un master en relations internationales à l'UCL, l'Université catholique de Louvain. Et pendant tes études, à 21 ans, il y a eu ton premier engagement politique, si je ne me trompe pas. C'est ça, 2015. 2015. Et très vite après les études, tu t'es engagée dans cette voie politique avec différentes casquettes au fil du temps. J'ai vu conseillère communale, députée, échevine communale, vice-présidente nationale du mouvement Les Engagés. Et certains de tes sujets de prédilection sont la famille, on va y revenir, mais la famille, la santé, la jeunesse, l'entrepreneuriat et la discrimination. Est-ce que ça couvre un petit peu et est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Oui, enfin ici tu as quasi tout dit. Je rajouterais peut-être qu'avant de m'engager en politique, j'étais aussi impliquée dans le secteur associatif, qui a notamment contribué à ce que je décide de pousser la porte, parce que je me rendais compte qu'on était limité dans nos actions de terrain, dû au fait qu'on était dépendant des actions, des décisions qui étaient prises au niveau politique. C'est aussi le cas parfois pour les entrepreneurs. Clairement. Donc je rajouterais juste cela, mais sinon tout a été dit. Ok. Et peut-être aussi que je suis la jeune maman d'une petite Maïcha. Je suis désolée, je suis super fière d'être mère de cette petite fille, donc je le sors dès que je peux. Je comptais y revenir, j'avais vu. mais effectivement, c'est important à souligner. Au début, te lancer dans la politique, comment est-ce que tu as pris cette décision? Donc, tu l'as déjà dit, le monde associatif, c'était limité. Ça te limitait dans ce que tu pouvais entreprendre finalement. Est-ce que ça a été facile comme décision de se lancer dans la politique? Facile, non, mais en fait, ça m'est paru comme une évidence. Savoir qu'initialement, moi, parce que tu as indiqué, j'avais fait un master en relations internationales, je vais davantage travailler dans l'humanitaire, dans ces choses-là. Et en fait, de fil en aiguille, étant impliquée dans le secteur associatif et voulant également être impliquée dans ma vie estudiantine, j'ai rejoint une mouvance, une jeunesse politique qui était donc à l'université. Et donc, c'est comme ça aussi que je suis rentrée dedans. Et le fait, en fait, de passer le cap de la politique, c'était un peu une continuité de mon engagement associatif. Dans la vision, je trouvais que, en fait, si on voulait du changement, on devait nous-mêmes être actrices de changement. Et donc, c'est en ayant cet état d'esprit-là que je me suis dit, mais en fait, faut qu'on soit dans ces lieux de décision. Et qu'en tant que jeune femme et personne d'origine étrangère, bien que je me retrouvais dans la vision qui était partie dans un parti, j'arrivais pas à m'identifier. Et je trouvais que c'était important de pouvoir s'identifier à des personnes, même si on est là pour représenter tout le monde, mais de pouvoir s'identifier en tant que femme, de me dire, voilà, s'il y a des femmes, on peut amener une sensibilité particulière dans le débat politique en tant que femme, en tant que jeune, de pouvoir amener aussi cette sensibilité politique, et en tant que personne d'origine étrangère, pareil. Et donc, je me suis sentie les épaules de pouvoir le faire, mais c'est vrai que ça n'a pas été évident. Surtout de convaincre la famille aussi de se lancer dedans, parce que j'avais personne issu du monde politique. Les parents sont plutôt dans le domaine médical, en fait. Et donc, quand je suis arrivée avec, je vais me présenter, parce que ça a commencé au niveau communal, je vais me présenter sur la liste communale, ils ont bondi, quoi. Et donc, c'était pas évident de les convaincre de le faire, parce que, mon entourage avait une image du politique très sombre.
si je puis dire. Ils avaient peur que je perde un peu de ma pureté, justement, et de la pureté de mon engagement. Donc, ils étaient en train de me dire, mais reste dans le secteur associatif, t'es déjà utile à ce niveau-là. Donc, voilà, ça a quand même été difficile. Mais bon, j'ai réussi à les convaincre step by step. Mais c'était pas évident, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de réticences. J'aurais pas pu me lancer, sincèrement, sans, on va dire, l'aval de mes proches. Oui, c'est ça. Et là, je m'en rends encore davantage compte maintenant. Oui. Parce que, honnêtement, on va peut-être en parler, mais c'est pas évident d'être une jeune femme en politique. Et c'est vrai que si j'avais pas mes proches et d'autres mécanismes que j'ai mis en place, je pense pas que je serais encore là, devant toi, en te parlant avec cette casquette politique. Ben c'est comme beaucoup d'entrepreneurs, sans l'entourage. Et finalement, quand on est politicien, je pense qu'on est peut-être aussi un petit peu entrepreneur, mais sans l'entourage, sans le soutien de l'entourage, c'est très compliqué. Comment tu as fait pour quand même rester convaincu de tes choix et d'arriver finalement à convaincre, puisque j'entends que là, entre-temps, tu es parvenu à convaincre cet entourage-là. Comment tu as fait? Mais je les ai invités à me suivre, en fait, dans mon engagement politique. Je leur ai demandé aussi d'être un peu mes garde-fous. Que si à un moment ou à un autre, ils se rendaient compte qu'en fait, j'étais en train de plus ressembler à moi-même, en tout cas, de faire des choses qui n'étaient pas en phase avec les valeurs à travers lesquelles ils m'ont connue, etc., d'être toujours là en disant, attention, Gladys, c'est pas ce que tu es, c'est pas ce que tu fais. Et donc, c'est vrai que même dans mon engagement politique, parfois, on me reproche d'être un peu trop douce, un peu trop constructive, qu'il faut être plus rentre dedans, etc. Mais moi, c'est vrai que c'est pas ma vision. Alors, je suis une révoltée, mais je suis une révoltée dans la douceur, en fait. Parce que pour moi, c'est pas en opposant qu'on va réussir à trouver des solutions. Et donc, voilà, c'est par exemple des exemples de ce type-là. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'après, il y a eu l'aspect d'être visibilisé, qui n'a pas été évident non plus. Faut savoir que avant d'être élue députée, j'ai travaillé dans un cabinet ministériel, comme collaboratrice ministérielle. Et donc, j'étais dans l'ombre. Oui. Donc, j'étais utile dans l'ombre. Et puis, donc, en devenant députée et conseillère communale, j'ai été exposée. Et donc, qui dit exposée, dit aussi plus de remarques, notamment via les réseaux sociaux, mais également au sein de l'hémicycle. Et donc, c'est vrai que mentalement, ça n'a pas été évident. J'ai failli lâcher à plusieurs reprises. Et maintenant, j'ai un coach qui m'aide aussi à ce niveau-là. J'ai un entourage avec qui je fais le point régulièrement sur ce qui se passe. Je fais autour de moi, même au sein de la politique, on va dire que j'ai des mentors qui sont super bienveillants à ce niveau-là aussi. Et donc voilà, c'est ces balises qui me permettent du coup d'être vraiment focus sur mon engagement et les raisons de mon engagement, si tu veux. Oui, j'entends les balises. Donc tu dis ton entourage, plutôt que d'être contre, et finalement c'est ce que tu décris très bien dans qui tu es et comment tu es politicienne. T'es pas dans cette lutte, t'es plutôt dans la construction et dans cette douceur peut-être parfois. Et en même temps, c'est ce que j'entends que tu as fait avec ton entourage. Tu t'es pas dit non, mais moi je veux absolument et t'opposer à eux, mais c'est d'entendre leurs inquiétudes finalement. Et en entendant leurs inquiétudes, c'est pas de dire non, il faut pas. J'entends vos inquiétudes et finalement en leur demandant d'être ces balises-là et d'être tes garde-fous. Je les inclus en fait, ils deviennent partie prenante de la dynamique. Et tu confortes leur position d'inquiétude. Tu leur dis, mais vous pouvez continuer à être inquiet quelque part ou en tout cas être vigilant à ce que tout se passe bien. Et par cette stratégie-là, finalement, tu arrives à les inclure plutôt que d'être en opposition. C'est clairement ça. C'est super chouette. Tu as déjà évoqué, parce que c'était ma prochaine question, tu es femme politique, mais aussi entrepreneuse. Tu parles d'être exposée, mais tu es aussi assez active, très active sur les réseaux sociaux. Tu as ton propre podcast. J'ai lancé depuis peu. Ouais. Ce parcours-là de se montrer, d'être soumis au regard et au jugement de l'autre, finalement, toi, personnellement, tu l'as vécu comment? Je l'ai vécu assez difficilement au début. Donc, être élue, en fait, c'était une fierté et aussi une marque de confiance qui m'était donnée par les citoyens. Donc, j'étais assez fière du coup, avoir cette opportunité de pouvoir porter les intérêts, défendre les intérêts des citoyens. Mais de l'autre côté, d'être visibilisée de cette manière et toutes les attaques, en fait, que ça a impliqué, c'était assez difficile à vivre, en fait. J'ai vécu dans un cocon où, en fait, mes parents ont toujours essayé de me protéger au maximum. Et donc, dès qu'il y avait de la discrimination ou autre, voilà, il y avait tout le temps, on avait cette protection qui était autour de moi. Et donc, ici, ils savaient pas faire grand-chose, en fait. Quand on m'attaque sur mes réseaux sociaux, quand je reçois, on m'a vandalisé ma voiture il y a 1 an et demi, etc. C'est dur parce qu'on se dit, OK, on touche là au personnel. On défend plus la personne. On n'est plus en train de dire, OK, on n'est pas d'accord avec tes idées politiques. C'est qu'on
contre toi, en fait, en tant que personne. Oui. Et c'est que par moments, on se demande, est-ce que ça en vaut le coup, en fait? Est-ce que ça en vaut le coup? Donc, c'est vrai qu'il y a ce questionnement-là qui est amené. Et puis, au début, arrivé au sein de l'hémicycle, maintenant j'ai 30 ans, mais il y a 5 ans, je n'en avais pas 30. Et donc, j'arrive et je suis l'une des plus jeunes parlementaires. Syndrome de l'imposteur. Ça veut dire classique chez les femmes. Oui. Où je me suis demandé, en fait, est-ce que j'étais légitime là où j'étais? Oui. Je vois pas de gens vraiment qui me ressemblent. La moyenne d'âge est de 55 ans. Même les sujets qui sont abordés sont pas forcément des sujets... la question de la femme, par exemple, je vais donner un exemple de la santé féminine. On sent que c'est une nouvelle génération de députés jeunes, de jeunes femmes, tout partis confondus, qui amènent ces sujets au sein du Parlement. C'est des sujets qui n'étaient pas abordés auparavant. Et donc, d'un côté, je suis fière parce que je me dis on a pu amener d'autres sujets au sein de l'hémicycle et du débat politique. Mais de l'autre côté, c'est vrai que cette exposition n'a pas été facile au début, mais que maintenant, j'arrive à y faire face. Encore une fois, mécanisme. C'est-à-dire que moi, à titre personnel, mes réseaux ne sont pas gérés que par moi. Donc, c'est moi qui en ai la gestion, mais je veux dire, j'ai quelqu'un qui filtre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de... Oui. Et donc, j'ai l'impression... Enfin, pas l'impression, mais oui, j'ai l'impression d'être dans un cadre safe. Oui. Et donc, pour que ça n'ait pas d'impact sur ma santé mentale, en fait, si tu veux. Grâce à ces autres personnes qui gèrent et qui Voilà, filtrent. en fait, j'ai une personne qui filtre. Donc, si tu as des remarques qui ne sont pas constructives, attends, ce n'est pas l'opposition. Hein. Tu peux dire, je suis pas d'accord avec tes idées, il n'y a pas de souci, ça reste. Mais si tu commences à m'insulter, à avoir des propos racistes, sexistes, ou liés à mon jeunisme, etc., on masque les commentaires sur mes réseaux. Okay. Alors, ils sont pas supprimés afin qu'on puisse les réutiliser si demain on va trop loin et qu'on décide de porter plainte. C'est ce qu'on a fait avec un collègue à moi, par exemple. Mais on les masque. Et du coup, quand je vais sur mes réseaux, on va dire que je suis apaisée. Alors, sans être dans la naïveté que tout le monde est rose, que tout le monde m'adore, etc., mais je suis apaisée à ce niveau-là. Et alors, la contradiction, elle se fait sur base des idées, mais pas sur base de ma personne. Oui, c'est ça. Et des caractéristiques que je suis. Oui, c'est pas une naïveté de je pense que tout le monde est constructif. Non, parce qu'il y a je fais le choix de ne pas être pour me exposée. protéger. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Donc oui, voilà un peu comment je gère cette exposition, mais qui a été très soudaine et qui a été très vite aussi, parce que comme tu l'as expliqué, en fait, là, t'expliques mes casquettes, mais tout ça, ça a été fait en 5 ans. Voilà, ça a été très vite et c'est vraiment une exposition fulgurante, ça n'a pas été progressif. Oui. Donc il a fallu gérer, garder les pieds sur terre aussi, parce que ça peut faire perdre la tête d'un coup d'être exposé à ce niveau-là. Mais ça va, on gère du mieux qu'on peut. Tu parlais du syndrome de l'imposteur tout à l'heure, il y a 5 ans, à 25 ans, effectivement, on se retrouvait comme ça. Aujourd'hui, tu en as 30. J'imagine que le syndrome de l'imposteur est moins là, mais j'imagine qu'il est parfois encore là. Il est quand même encore un peu là. Je pense qu'il part jamais complètement, chez personne. Effectivement, on va dire que je me ressaisis davantage, bien plus vite qu'il y a 5 ans. C'est-à-dire que je vais me questionner sur ma légitimité, sur ma pertinence, sur le fait d'être à ma place là où je suis. On va dire là où, par exemple, ça pouvait durer pendant 1 mois. Et clairement, pendant 1 mois, il y a encore 4-5 ans. Là, ici, après 2-3 jours, je suis reboostée. Oui. Parce que je sais ce que je dois lire. Je sais vers qui je dois me tourner. Et voilà, et ces mécanismes-là me permettent... Comment est-ce que tu en es arrivé à savoir ce que tu dois dire, savoir vers qui te tourner? Ben écoute, YouTube m'a beaucoup aidée, déjà. Donc, j'ai beaucoup écouté des interventions qui étaient données à ce niveau-là. Oui. Et j'ai commencé aussi à suivre un coach, à être suivie par un coach, afin de pouvoir mettre un peu les choses sur pied. Là, je suis encore suivie. Là, maintenant, plus d'un point de vue organisationnel. Mais avant, c'était vraiment plus sur ma valorisation, en fait, reprendre confiance en moi. Oui. Savoir que j'avais un potentiel en moi, que peu importe ce qu'on pouvait dire, je devais savoir ce que je valais et pouvoir oser aussi prendre ma place et m'affirmer. Mais oui, c'est ça. Donc voilà, et ça m'aide. Et donc avec ce coaching-là, voilà, on a mis quelques mécanismes en place. Et donc voilà. Ce sont des coachs spécialisés en politique ou bien c'est... Pas du tout. Alors pas du tout. Dans les 2 cas, les coachs sont pas du tout des coachs politisés. C'était ce que je voulais. C'est un choix que j'ai posé parce que je voulais ici que les questionnements, l'illégitimité parfois que je pouvais avoir sur ma question, sur ma personne, dû à ce qu'on me renvoyait parfois, en fait, que les outils dont on me nourrissait puissent me servir pour tout, dans tous les pans de ma vie. Peu importe, moi je me vois pas faire, bon alors voilà, on est en podcast, on verra ce qu'il y sera dans 10-15 ans, mais je me vois pas faire ma vie en politique. Moi, ma vision, c'est que la politique, on y est pour un moment, pour amener sa pierre à l'édifice. Et voilà, et j'ai la crainte que rester trop longtemps en politique pourrait pousser à ce qu'on ne soit plus en politique pour les bonnes raisons. Et donc, c'est vraiment être nourri pour toute la vie, en fait, à travers ce coaching. Donc, ce ne sont pas des personnes politisées. Alors,
c'est bien parce que même eux, ça les challengeait. Oui. Mais donc, voilà, le choix n'a pas été d'aller vers des coachs politisés. En tout cas, avec un pied dans le monde politique. Oui, et puis finalement, on est une seule et même personne, qu'on est, vouloir prendre sa place. Alors forcément, il y a des contextes où le syndrome de l'imposteur, il y a des contextes dans lesquels ça s'exprime un peu plus que d'autres, mais on reste une seule et même personne. Donc que ce soit dans le monde politique, dans le privé, dans d'autres contextes, en tant que maman, parfois, ça reste la même chose, quoi. C'est ça. Oui. Ok. Tu parlais de mentor tout à l'heure aussi. Est-ce que c'est quelque chose que pour les personnes, je fais le lien à chaque fois avec l'entrepreneuriat, évidemment, mais est-ce que trouver un mentor, c'est quelque chose que tu conseilles? C'est ce que je conseille, surtout quand tu débarques dans un monde que tu ne connais pas du tout. Vous avez le cas aussi dans l'entrepreneuriat. Si t'as baigné dans un cadre familial où tout le monde est entrepreneur, etc., tu peux facilement avoir des conseils de l'une ou l'autre personne. Mais quand tu es la première personne à entreprendre dans ton entourage, ça aide en fait de pouvoir t'accrocher à quelqu'un, être conseillé à quelqu'un qui s'y connaît, qui a de l'expérience, qui peut aussi t'alerter sur certaines choses. Et moi, j'ai trouvé cette bienveillance chez deux personnes en particulier. Une personne une politique qui était femme et un autre qui était homme. Et donc, j'ai pu me nourrir de ces deux choses-là voilà. Et encore aujourd'hui, quand je refais des retours en arrière vers eux, quand je suis pas certaine un petit peu de la direction que je suis en train de prendre d'un point de vue politique. Donc voilà. Mais moi, en tout cas, moi, je trouve que c'est indispensable pour ma part, que c'est indispensable. En tout cas, c'est une clé à prendre dans tous les cas. Effectivement, il y a les coachs, il y a les mentors, j'entends. Ces balises, le coach et le mentor peuvent être des balises, mais ton entourage aussi. Dans tous les cas, je pense que ce sont des clés à prendre et à transposer dans notre propre situation et contexte. Mais ce sont des chouettes clés. On parlait d'entrepreneuriat, on a déjà parlé quelques fois d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est aussi un de tes sujets de prédilection et dont tu parles. D'où t'es venu cet intérêt pour l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, l'intérêt m'est venu en fait de base pour la question des femmes. Je me rendais compte qu'autour de moi, il y avait beaucoup de femmes qui voulaient entreprendre, mais qui étaient bloquées du fait qu'elles n'avaient pas le réseau, qu'elles n'avaient pas facilement accès au financement. Et il y avait aussi la question de la légitimité, oser être la chef, entre guillemets. Et c'est quelque chose que je voulais pousser un petit peu à travers l'engagement politique, de dire, on doit davantage donner la place, donner l'opportunité aux femmes de pouvoir entreprendre si elles le désirent et qu'elles puissent comprendre en fait que l'État est un soutien, doit être un soutien parce qu'il n'est pas encore suffisamment, mais doit être un soutien pour les femmes qui souhaitent entreprendre et dans l'équilibre aussi entre le fait d'être une femme active et de concilier cela avec potentiellement une vie de famille ou une vie de privée et quelque chose qui est fondamental pour moi. Oui, et qui est souvent effectivement quand même encore plus la charge de la femme. Par choix ou pas, on laissera la question au milieu là pour l'instant, mais c'est une bonne transition. Tu as parlé tout à l'heure du fait que toi aussi, t'es maman. Ce fameux équilibre vie privée, vie professionnelle, ou en tout cas l'équilibre entre les nombreuses casquettes qu'on peut avoir et les nombreuses choses qu'on fait. Comment est-ce que tu le trouves, toi, cet équilibre-là? Mon équilibre est un déséquilibre. Je ne sais pas si on va comprendre ce que je veux dire. Mais c'est-à-dire que mon équilibre fait que, avec la personne avec qui je partage ma vie, on a décidé pour le moment d'avoir, que la politique allait prendre peut-être davantage de place et que ça lui convenait. En fait, il est indépendant pour sa part, il a plus de flexibilité, donc ça permet qu'il puisse davantage assurer la charge à la maison, si je puis dire. Oui. Et du coup, me permettre moi d'avoir davantage de temps pour mon engagement politique. C'est pour ça que je dis déséquilibre parce que du coup, on pourrait penser que en fait tout est super équilibré, mais en fait non. Cet engagement politique actif demande aussi des sacrifices au niveau familial. Oui. Que la personne avec qui je partage ma vie est prête à accepter, en tout cas pour le moment. Oui. Je sais pas combien de temps, parce que c'est pas évident, je trouve, de partager la vie d'une personne engagée en politique, ou bien même d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur, quoi, parce que c'est pas évident. Mais donc, c'est pour ça que je trouve aussi que le choix du partenaire est important. Il faut quelqu'un qui est prêt à nous suivre dans la flexibilité de notre travail, dans les nuits blanches parfois qu'on doit passer pour avancer sur un projet. Donc voilà, et cet équilibre, j'ai aussi mis des mécanismes en place. C'est bête, moi c'est mon organisation personnelle, mais une fois par mois, je déconnecte totalement. Donc tu peux m'appeler comme tu veux. Si c'est un numéro de quelqu'un qui fait de la politique, je répondrai pas. Pour passer du temps rien qu'avec ma famille. Donc ça, c'est par exemple un mécanisme que je mets en place
pour pouvoir trouver l'équilibre afin que la famille ne soit pas non plus délaissée. Et en lien toujours avec ce que je suis en train de te dire, quand je te dis je pense pas que je ferai ça toute ma vie. Ce déséquilibre, je suis OK de le faire maintenant, mais je suis pas certaine que dans 10-15 ans, je serai encore OK d'avoir ce déséquilibre qui est un équilibre pour le moment parce qu'on s'y retrouve dans notre foyer, dans ma gestion de la famille, dans ma gestion de ma parentalité aussi. Je m'y retrouve. Et donc, voilà, avec la petite, par exemple, j'étais partie voir un pédopsychiatre qui m'expliquait, en fait, de temps en temps, on va avec elle au travail. Comme ça, elle comprend que quand maman n'est pas là, c'est parce qu'elle est au travail. Et donc, la petite arrive à identifier que quand maman n'est pas là, je suis au travail. Et elle arrive à identifier à quoi ressemble le travail de maman. Donc voilà, c'est des petites choses. Comme tu vois, je consulte pas mal. Mais c'est bien, mais je pense que parfois, même parfois pour une consultation ou deux, se rassurer, avoir quelques conseils, oui. Ça peut être bien. Ça peut être utile et pour rassurer aussi. Oui, vraiment, parce que parfois, allez, ça, c'est une anecdote, hein, mais moi sur les réseaux sociaux, quelquefois, j'ai eu des remarques de type tu fais de la politique, quelle idée de décider de faire un enfant, tu pourras pas t'en occuper, tu pourras pas l'éduquer. Voilà, et par moments, ces mots te touchent et tu te demandes est-ce qu'ils ont raison, est-ce que je vais être une mauvaise mère, est-ce que j'ai bien fait de décider de faire un enfant alors que je suis en politique. Et donc voilà, c'est vrai que c'est des questionnements parfois ce qui tourne dehors peut avoir un impact sur notre bien-être en fait. Et moi j'ai décidé de m'en protéger. Oui, c'est ça. Et comment tu fais pour t'en protéger? Parce qu'effectivement, ce sont ces voix externes. Et au plus il y a de voix, au plus on est exposé, au plus il y a de voix externes. Et au plus il y a de voix externes, au plus c'est compliqué de se reconnecter à sa propre voix et à qui on est et à nos propres choix. Comment est-ce que tu fais pour te protéger de ça et à te reconnecter du coup à toi? Alors, pour me reconnecter, on va dire que j'ai appris davantage, parce que je le savais déjà, mais davantage à saisir qui j'étais, si tu veux. Et donc, effectivement, quand il y a des remarques qui viennent à gauche, à droite, c'est des parasites qui peuvent effectivement par moments me faire douter. Mais je reviens à qui je suis, à la raison de mon engagement, au fait qu'en fait, je suis là pour faire la différence et que donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais je m'arrêterai pas tant que je sentirai pas que j'aurais pu amener ma pierre à l'édifice. Et donc, et pour l'instant, ça se fait via la politique. Demain, ça peut se faire, je sais pas, via l'entrepreneuriat, mais vu comme on le voit actuellement, ou dans le fait de revenir dans l'humanitaire, ou des choses comme ça peut se faire autrement. Mais je veux continuer à me sentir utile et je sais que je peux être utile. Et donc, vous pouvez parler, vous pouvez me faire douter par moments, mais je reviens, en fait, la force, elle revient. Et donc, c'est ça que je garde. Mais c'est vrai que quand je sens que c'est trop lourd, là, je l'ai fait récemment, je me pose, je coupe, on se reconnecte. Là, j'étais partie au Luxembourg, on se reconnecte. Et puis, on revient pour un week-end et on revient et on est reboosté. Ouais. Ce sont des super clés, je pense. Et je pense que c'est hyper important de, effectivement, remettre ces voix extérieures, comme je disais, à distance. Et parfois, c'est en s'éloignant physiquement, mais parfois c'est en se déconnectant, mettre son téléphone en mode avion ou autre. Mais effectivement, se déconnecter, s'éloigner physiquement ou mentalement, mais s'éloigner en tout cas du reste. Et tu parlais d'équilibre vie privée, vie professionnelle, et que cet équilibre est un déséquilibre. En même temps, à partir du moment où il y a cette importance-là aujourd'hui, c'est un équilibre. Yes. Tant que ça marche, c'est vrai. C'est un équilibre. Et l'équilibre, il n'est pas que personnel. On en revient à l'entourage. Et effectivement, sans soutien de l'entourage, c'est très compliqué d'entreprendre des choses, de faire des choses. C'est vrai que c'est pas évident. Enfin, moi, j'ai par exemple ma mère qui s'est mise à mi-temps pour pouvoir nous aider aussi avec la petite. Et donc, quand on parle de conciliation et de l'équilibre, cet équilibre, je trouve aussi du fait que ma mère ait décidé de prendre un mi-temps pour pouvoir se consacrer aussi à sa petite fille et pouvoir nous aider. Donc, mais tout ça, tout le monde n'en a pas l'opportunité. Alors moi, j'ai l'opportunité. Enfin, ma mère peut se permettre de prendre un mi-temps, mais c'est pas tout le monde qui en a l'opportunité. C'est pas tout le monde qui a sa famille à côté. Donc c'est pour ça que c'est important que l'État mette aussi des mécanismes en place, qu'il y ait des structures, même dans les entreprises, au niveau privé, pour permettre en fait, je sais pas moi, des systèmes de garderie, mais qui soient pris en charge par l'une ou l'autre structure, organisme, payé en partie par l'État ou autre, pour permettre à ce que les parents puissent facilement concilier la vie familiale et professionnelle et de se dire on peut faire carrière tout en étant mère de 2, 3, 4, 5 enfants si on le désire en fait. Alors on verra dans quelques années. Mais bon, pour l'instant je suis à une. Mais... Il y a cet intérêt pour l'entrepreneuriat, il y a aussi un intérêt pour la santé mentale. Yes. Ça c'est un de mes sujets aussi.
la santé de manière générale et la santé mentale aussi. D'ailleurs, je pense que il me semble avoir vu que tu viens de lancer ton podcast, mais il y a déjà eu 2 psychologues comme invités dans ton podcast. Donc voilà. Et entre autres, la santé mentale, entre autres des soignants, des professionnels de santé, c'est quelque chose que je trouve important et que je trouve souvent négligé aussi. C'est les soignants, on les voit avec cette casquette de ils prennent soin des autres et en même temps, c'est important qu'ils puissent prendre soin d'eux aussi pour pouvoir prendre soin des autres. Moi, un peu la phrase que je retiens à chaque fois, c'est de dire une société qui ne fonctionne, c'est une société qui est en bonne santé. Donc, pareil pour nos soignants, pareil pour tout type de secteur. Si on veut des soins de qualité, il faut que les personnes qui nous soignent eux-mêmes soient dans des bonnes conditions pour pouvoir nous soigner. Et cela passe aussi par l'aspect mental qui est souvent négligé. La pression, la charge que ça demande. Émotionnel aussi, parce qu'on a des patients, tu reviens le lendemain et le patient n'est plus là, on t'entend qu'il est décédé par exemple. La charge de travail aussi à l'heure actuelle qui permet plus de vraiment pouvoir passer du temps avec le patient, parce que beaucoup de personnes ont décidé de s'orienter vers ce type de métier pour le contact humain que ça permet aussi d'avoir. Et donc voilà, c'est toutes ces choses-là que je veux remettre au centre et ramener, revaloriser en tout cas dans le débat public et auprès de nos citoyens, l'aspect humain en fait de cette fonction et le fait de prendre soin aussi de ceux qui nous soignent, fondamental. Tu as déjà évoqué tout à l'heure que tes parents étaient dans le secteur médical. C'est complètement une hypothèse, mais donc j'imagine qu'il y a un lien là. Mais d'où ça t'est venu cet intérêt pour la santé de manière générale et la santé mentale plus précisément? Sur la santé de manière générale, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tout était lié à la santé. Je suis aussi très focus sur la question des familles. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Je donne un exemple. Pendant la crise Covid, il y avait des familles qui étaient enfermées à la maison, pas de jardin, etc. Et donc, c'est nouveau l'espace vert, les espaces verts qui sont accessibles, etc. Il y a un aspect santé. Les logements, de pouvoir avoir des logements décents et à des prix où on sait quand même payer sans qu'on ait à la fin du mois des cacahuètes dans le portefeuille, et donc il y a un impact sur la santé mentale aussi. C'est des choses, voilà. En fait, pour moi, tout est lié à la santé. Et c'est aussi ça pour lequel je me bats, même en étant, je vis à Berkem-Saint-Agathe où je suis en charge de la santé publique, et je me bats tout le temps avec mes collègues pour expliquer que la santé, en fait, toutes vos politiques sont liées à la santé. Donc, il faut pas oublier d'amener cet aspect santé dans toutes les politiques qui sont décidées, qui sont prises. Et pour moi, c'est aussi ça l'inclusion. Et la santé mentale en particulier, je t'avoue que la question de la santé, alors j'ai toujours été focus sur tout ce qui était prévention, promotion, santé de manière générale, mais la question de la santé mentale en particulier, et là vraiment mea culpa, le sujet je l'ai vraiment pris à corps durant la crise Covid. Je dis mea culpa parce que en fait la problématique existe depuis bien plus longtemps, évidemment, mais que le Covid l'a exacerbé, et du coup c'est aussi là qu'on s'est vraiment bien réveillé en se disant mais en fait non, on est face à une crise sanitaire aussi d'ampleur au niveau de la santé mentale. Et qu'il faut très vite rectifier le tir pour sinon on fonce droit dans le mur sur ces questions-là. Donc on va dire que c'est la crise Covid qui a été le déclencheur. C'est pour ça que j'ai mis à culpa, parce que franchement ça devait l'être bien avant. Et surtout que de nouveau c'était les publics les plus fragilisés qui étaient les premiers touchés. Je pense à nos aînés, je pense aux jeunes, je pense aux femmes aussi. Il y a un rapport qui était sorti qui indiquait que c'était les femmes aussi, les femmes et les personnes âgées ainsi que les jeunes qui étaient le plus enclins à avoir des pensées suicidaires en fait. Et donc voilà, c'est vraiment le Covid qui a été un déclic sur la question de la santé mentale, avec un focus pour ma part particulier sur les publics les plus fragilisés, plus exposés. Mais je pense que pour tout le monde, c'était le Covid a été un peu. Je pense que beaucoup de personnes, alors c'est venu amplifier les personnes qui avaient déjà des soucis au niveau santé mentale, ou en tout cas bien-être mental. Et puis c'est venu montrer aussi que tout le monde, qui ne s'est pas senti mal à certains moments. C'est ça. Dû au Covid. Et donc, c'est venu un peu vulgariser ou normaliser le fait qu'on puisse, à certains moments, ne pas aller bien. C'est ça. Et on le voit chez les psychologues. Moi, avant le Covid, être indépendant temps plein en tant que psychologue, avoir un cabinet privé rempli, c'était compliqué. Maintenant, c'est compliqué de trouver une place chez un psychologue. Il y a beaucoup de collègues qui sont full, qui ne prennent plus de nouveaux patients. C'est devenu moins tabou aussi. C'est encore un peu tabou parfois, mais je veux dire, on sent qu'il y a une ouverture à ce niveau-là. Et c'est vrai que moi, qui pourtant avait comme fil, et toujours comme fil, l'épanouissement et le bien-être des personnes dans le cadre de mon engagement, je ne pensais pas à l'épanouissement mental. Je pensais à l'épanouissement et le bien-être dans ce qu'on accomplit, dans ce qu'on veut être. De dire, voilà, j'ai envie d'être artiste, qu'on me permette d'être artiste. J'ai envie d'être médecin, qu'on me permette d'être médecin. Mais j'avais pas l'aspect mental en fait en tête, et en fait l'épanouissement, le bien-être, c'est surtout toutes
ses formes. Oui. Physique, mentale, sociale. Oui, et finalement, tout est lié. C'est ça. L'un va avoir un impact sur l'autre et vice-versa. Donc, comment est-ce que toi, tu prends soin de ta santé mentale? Moi, comment je prends soin de ma santé mentale? Je m'accorde, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, des moments parfois privilégiés avec ma famille. C'est important pour me rebooster. Enfin, je sais, tu vas me dire que je parle peut-être un peu trop de ma famille, mais vraiment, c'est mon pilier, en fait. Oui. Donc, il y a cet aspect-là. Parfois, je me prends des petits moments détente, un spa, rien que pour moi, pour un peu me ressourcer. Je lis beaucoup, j'aime lire aussi. D'ailleurs, en ce moment, je lis un bouquin « Oser être la chef ». Mais ça me détend, en fait. Hein. Tu te dis, tu le conseilles? Oui, je le conseille. Je ne l'ai pas encore terminé, mais je le conseille. Parce que, de nouveau, en termes d'épanouissement et de se dire, OK, comment, même en tant que femme entrepreneur, je la conseille vraiment, de dire comment amener des choses lors de discussions, lors de négociations, pour se faire entendre en tant que femme. Ça, moi, je le conseille vraiment. Je le conseille vraiment. Oui, voilà. En fait, c'est prendre du temps pour moi. Si moi, je veux bien servir les citoyens et citoyennes, il faut que moi-même, je sois bien. Et ça, je l'ai compris, mais je ne l'ai pas compris tout de suite. Parce qu'au tout début, comme je te disais, syndrome de l'imposteur, je voulais montrer aussi que j'étais légitime. Donc, je me suis tuée à la tâche, vraiment. Et voilà, j'ai eu un burn-out, en fait, où j'avais vraiment une saturation. Et là, je me suis dit, en fait, Gladys, là, comme ça, tu vas être utile pour personne, ni pour toi, ni pour les autres. Et donc, c'est de là, en fait, que tous les coachings, etc., ont été mis en place aussi. Comment tu es sortie de ce burn-out-là? Le fait déjà de se rendre compte que ça ne va pas et d'essayer de trouver une solution. Et pareil, de nouveau, entourage très bienveillant. Donc, j'aurais pu, moi, me dire, OK, ça ne va pas et rester dans mon coin. Mais tout de suite, non, Gladys, écoute, voilà, je connais X, va le rencontrer, essaye de voir si ça fonctionne. Alors, le coach que j'ai eu au tout début, c'était pas j'ai fait 2-3 coachs avant de me sentir bien avec un coach. Hein. Mais c'est vrai que la démarche n'a pas été faite de moi-même, si je puis dire. C'est ton entourage qui t'a conseillé. Voilà, c'est plutôt mon entourage. Je l'aurais peut-être fait plus tard, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le déclic de se dire, OK, Gladys, faut que tu te fasses aider, faut que tu te fasses suivre, est venu des proches. Ils ont bien rempli leur rôle de garde-fou. Pour l'instant, ils le remplissent très, très bien et j'en suis très, très reconnaissante. Au quotidien, le stress, aujourd'hui, ça va mieux. Comment est-ce que tu anticipes le stress? Comment tu gères le stress et tu anticipes le fait qu'il ne monte pas trop haut? Quand c'est un petit stress, je trouve que c'est bien, parce que c'est un stress qui booste. Alors, quand je sens qu'il me prend trop d'énergie, pareil, je coupe, on se reconcentre en disant, écoute, Gladys, là, je vais déjà te donner quelques conseils que le coach me donne, mais de dire, tu refais le point, en fait, sur toutes tes qualités. Et de dire, Gladys, moi, par exemple, écoute, des interventions orales, t'en as déjà fait, se sont toujours très bien passées. Alors oui, la personne que tu auras en face de toi est peut-être ministre, mais tu es tout aussi légitime que cette personne. Tu as une expertise que tu peux aussi amener, un point de vue que tu peux aussi amener. En fait, c'est je me parle. Oui. Ça fait un peu schizophrénique, hein, mais non. Je me parle pour me rassurer quant au fait que j'ai des capacités, j'ai un potentiel. Donc voilà, ça va aller, go, calme-toi, stresse pas, et tout va bien se passer. C'est ça, c'est plutôt que de se focaliser sur tout ce qui ne pourrait pas aller, tu switches le projecteur. Sur le positif, en fait. Et le focus, sur ce que je peux amener, ce que je suis, et, mes qualités, mes forces. C'est de voir un peu les choses de manière positive, plutôt que négative. D'être optimiste, en fait. Oui. Est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exemples de challenges ou d'échecs que tu as rencontrés? Et surtout, mais ce qui est intéressant surtout, c'est de voir comment tu les as gérés derrière. Liés à la politique ou pas forcément Pas forcément. Politique, oui, peut-être dans ta carrière, mais autre c'est toujours intéressant aussi. Allez, je vais te donner un échec politique, par exemple, lié à la politique. C'est une proposition de résolution, donc c'est un texte de loi que tu déposes, qui te tient fortement à cœur et qui est, d'ailleurs c'était sur la santé mentale des jeunes, et qui a été recalé, alors que dans les discussions off avec les députés d'autres partis, les gens étaient de mon côté, en fait, en train de me dire, mais oui, ton texte est bon, etc. Et en fait, en commission, on me le refuse parce que je suis de l'opposition. Et là, en fait, je l'ai vécu comme un échec, non pas seulement parce que le texte ne passait pas, mais parce qu'en fait, on ne faisait pas primer l'intérêt en fait, du citoyen, mais plutôt des jeux politiques. Et en fait, c'était la première fois que j'étais confrontée à cela, à ces jeux politiques, en fait. Et donc, ça a été vraiment un coup. Mais en même temps, c'est un coup qui, j'avoue que pendant une semaine, ça m'a un peu secouée. Je me suis dit, mais je comprends pas. En plus,
c'est un texte que j'ai travaillé avec le secteur, pour lequel j'ai consulté des jeunes, etc. Il répond aux besoins, etc. Et c'est de là, en fait, ça me rebooste en me disant, ben voilà, ça montre que le monde dans lequel on est, ça ne va pas, qu'il faut faire bouger les lignes, même dans la manière dont on fonctionne en politique, et que Gladys, ben, tu peux contribuer à faire ce changement. Alors, vous êtes peut-être pas 20 000 à avoir ce mindset, mais voilà, pousse. Et en fait, tu vas aussi donner de l'espoir à d'autres personnes qui vont voir la manière dont tu fais la politique et les raisons pures pour lesquelles tu veux vraiment faire la politique, à eux aussi se lancer. Moi, c'est un peu ça l'appel. Parfois, on dit, ben oui, quand tu fais un appel pour que d'autres viennent en politique, ça crée de la concurrence. Mais non, on a besoin de gens qui veulent vraiment faire bouger les choses dans la noblesse de la chose. Donc voilà, ça, c'est un échec, mais pareil, qui m'a reboosté. Tu vois, j'essaie toujours de reprendre le cap. Et j'entends un moment, tu dis pendant une semaine ça a été dur, normal, c'est pas directement hop, je switch le bouton, c'est ok. Il y a d'abord ce moment où c'est plus compliqué, puis après on rebooste, on remonte, on se refocalise. Oui, il y a des moments down et puis des up et voilà, c'est un peu ça. Mais on va dire que les moments down sont moins longs dans la temporalité que les moments up en fait. Oui. Tu vois, en tout cas, j'y veille au quotidien. Est-ce que tu aurais un dernier conseil bien-être pour les entrepreneurs qui nous écoutent? D'oser prendre du temps pour soi. Même si on sait qu'être entrepreneur, c'est très prenant, qu'être entrepreneur, en fonction du fait qu'on ait des clients, qu'on trouve des clients, c'est ça aussi qui fait rentrer de l'argent pour boucler ses fins de mois aussi. Donc, conscient de cette réalité. Mais de prendre du temps pour soi. De pas hésiter une fois par mois, de couper, de se déconnecter, de prendre du temps pour soi. Alors, pour certains, ça peut être aller au spa. Pour d'autres, ça peut être faire une bonne marche pendant 1 heure. Pour d'autres, ça peut être aller au restaurant avec ses amis. Prendre du temps pour soi. Donc, de ne pas s'oublier, en fait. Dans la fougue dans laquelle on est, dans le bruit dans lequel on est, dans le cadre du travail, de ne pas s'oublier. Moi, c'est vraiment ça que j'aurais tendance à dire. Ne pas s'oublier. Ne pas s'oublier, j'adore. J'adore comme conseil. Je confirme, ne pas s'oublier, prendre du temps pour soi. Ok, écoute, Gladys, merci beaucoup pour ton temps, pour tes partages. Avec un grand plaisir. J'espère que j'aurais pu être utile pour les personnes qui nous écouteront. J'en suis sûre. Avec les quelques clés, en tout cas, que moi, je mets en application dans le cadre de mon quotidien. Oui, merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Je te mets les coordonnées de Gladys Casady en description de cet épisode. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne rater aucun épisode et à noter le podcast. Prends bien soin de toi. Tu es ton capital premier dans ton business. Et à bientôt.